Tu répètes les mêmes erreurs, mais tu les appelles hasard. Chaque opportunité que tu laisses passer, chaque décision que tu repousses, chaque doute que tu nourris, tout cela n'est pas accidentel. C'est une stratégie invisible, une stratégie contre toi-même, et tu ne t'en rends même pas compte. Tu crois que ton problème vient de l'extérieur, du manque d'opportunités, du manque de chance, peut-être même du comportement des autres. C'est confortable de penser ainsi, parce que cela te libère d'une responsabilité immédiate. Si la cause est extérieure, alors tu n'as rien à corriger en toi. Tu peux attendre, espérer, subir. Mais cette illusion a un prix. Pendant que tu regardes dehors, quelque chose agit en silence à l'intérieur. Une mécanique discrète, presque imperceptible, qui influence chacune de tes décisions. Elle ne crie pas, elle ne t'oblige pas, elle suggère. Elle te pousse doucement à remettre à plus tard, à éviter l'inconfort, à choisir le chemin le plus facile même quand tu sais qu'il n'est pas le bon. Et jour après jour, ces micro-choix s'accumulent. Tu ne les remarques pas parce qu'ils sont petits, presque insignifiants. Mais leur répétition crée une direction, et cette direction ne te mène pas là où tu dis vouloir aller. C'est là que la vérité devient inconfortable. Tu n'es pas simplement freiné, tu participes activement à ce frein. Pas de manière consciente, pas volontairement, mais de manière constante. Tu te sabotes sans le voir. Et le plus dangereux dans tout cela, ce n'est pas le sabotage en lui-même. C'est le fait qu'il se cache derrière des justifications parfaitement rationnelles. Tu te dis que tu n'es pas prêt, que ce n'est pas le bon moment, que tu feras mieux demain. Et chaque fois, cela semble logique, raisonnable, défendable. Pourtant, si tu regardes honnêtement les résultats, tu vois une répétition, une boucle, les mêmes hésitations, les mêmes abandons, les mêmes regrets. Et cette boucle n'est pas le fruit du hasard, elle est le produit d'un système intérieur que tu n'as jamais vraiment observé. Un système qui privilégie le confort immédiat au détriment de la progression. Un système qui protège ton ego à court terme, mais qui limite ta vie à long terme. Tant que tu ne vois pas ce système, tu restes prisonnier de ses effets, parce que tu continues à croire que le problème est ailleurs, alors qu'en réalité, il commence toujours au même endroit, dans la manière dont tu penses, dont tu interprètes et dont tu agis face à l'inconfort. Le sabotage intérieur ne ressemble pas à une force brutale, il ne te bloque pas frontalement. Il agit avec subtilité, presque avec élégance. Il prend la forme d'une fatigue soudaine au moment précis où tu devrais agir, d'une distraction inoffensive qui te détourne de ce qui compte vraiment, d'une petite voix qui te dit que tu peux attendre encore un peu. Rien de tout cela ne semble dangereux pris isolément. Et c'est précisément pour cela que c'est efficace. Parce que tu ne te méfies pas. Tu ne identifies pas ces moments comme des décisions critiques. Tu les considères comme des détails. Pourtant, ce sont ces détails qui construisent ta trajectoire. Ce sont eux qui, répétés des dizaines, des centaines de fois, définissent ton niveau de discipline, ta capacité à avancer, ta tolérance à l'inconfort. Le problème, ce n'est pas que tu manques de capacité. Ce n'est même pas que tu manques de motivation. C'est que tu obéis à des impulsions que tu n'as jamais appris à remettre en question. Tu ressens une résistance et tu la prends pour un signal d'arrêt. Tu ressens de l'incertitude et tu la traduis comme un danger. Alors tu recules, tu ajustes, tu simplifies, jusqu'à ce que tu fais ne représente plus aucun défi réel. Et à ce moment-là, tu as l'impression d'être actif, tu as l'impression de faire des choses. Mais en réalité, tu tournes en rond. Tu avances dans des zones où tu es déjà confortable, où ton ego n'est jamais menacé. Et cette illusion de mouvement est l'un des pièges les plus puissants, parce qu'elle te donne le sentiment de progresser, alors que tu évites précisément ce qui te ferait réellement évoluer. Le sabotage n'est donc pas une action visible, c'est une absence d'action au bon moment, une fuite déguisée en stratégie. Et tant que tu ne développes pas la capacité de voir ces micro-fuites, de les nommer, de les confronter, tu restes coincé dans une version réduite de toi-même. Une version qui agit beaucoup, mais qui ne transforme rien d'essentiel.
Le sabotage intérieur ne ressemble pas à une force brutale. Il ne te bloque pas frontalement. Il agit avec subtilité, presque avec élégance. Il prend la forme d'une fatigue soudaine au moment précis où tu devrais agir, d'une distraction inoffensive qui te détourne de ce qui compte vraiment, d'une petite voix qui te dit que tu peux attendre encore un peu. Rien de tout cela ne semble dangereux pris isolément, et c'est précisément pour cela que c'est efficace, parce que tu ne te méfies pas. Tu ne identifies pas ces moments comme des décisions critiques, tu les considères comme des détails. Pourtant, ce sont ces détails qui construisent ta trajectoire. Ce sont eux qui, répétés des dizaines, des centaines de fois, définissent ton niveau de discipline, ta capacité à avancer, ta tolérance à l'inconfort. Le problème, ce n'est pas que tu manques de capacité. Ce n'est même pas que tu manques de motivation, c'est que tu obéis à des impulsions que tu n'as jamais appris à remettre en question. Tu ressens une résistance, et tu la prends pour un signal d'arrêt. Tu ressens de l'incertitude, et tu la traduis comme un danger. Alors tu recules, tu ajustes, tu simplifies, jusqu'à ce que tu fais ne représente plus aucun défi réel. Et à ce moment-là, tu as l'impression d'être actif. Tu as l'impression de faire des choses, mais en réalité, tu tournes en rond. Tu avances dans des zones où tu es déjà confortable, où ton ego n'est jamais menacé. Et cette illusion de mouvement est l'un des pièges les plus puissants, parce qu'elle te donne le sentiment de progresser, alors que tu évites précisément ce qui te ferait réellement évoluer. Le sabotage n'est donc pas une action visible, c'est une absence d'action au bon moment. Une fuite déguisée en stratégie. Et tant que tu ne développes pas la capacité de voir ces micro-fuites, de les nommer, de les confronter, tu restes coincé dans une version réduite de toi-même. Une version qui agit beaucoup, mais qui ne transforme rien d'essentiel. Ce qui rend ce mécanisme encore plus difficile à détecter, c'est qu'il est profondément lié à ton identité. Tu ne te vois pas comme quelqu'un qui se sabote. Tu te vois comme quelqu'un qui réfléchit, qui analyse, qui attend le bon moment. Et dans certains contextes, ces qualités sont utiles, mais ici, elles deviennent des excuses sophistiquées. Parce que plus tu réfléchis sans agir, plus tu renforces une habitude invisible, celle de remplacer l'action par la préparation. Tu accumules des informations, tu regardes des vidéos, tu planifies, tu ajustes des détails, et tout cela te donne l'impression d'avancer. Mais en réalité, tu évites le point de friction, le moment où tu dois te confronter à l'incertitude réelle, le moment où tu peux échouer, le moment où ton image de toi-même peut être remise en question, et c'est précisément ce moment que ton esprit cherche à éviter, non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est programmé pour te protéger. Protéger ton ego, ta stabilité émotionnelle, ton sentiment de contrôle. Le problème, c'est que cette protection devient une prison. Elle t'empêche d'accéder aux situations qui te feraient grandir. Elle te maintient dans un espace où tout est maîtrisé, mais où rien de nouveau n'émerge. Et avec le temps, cette zone de confort ne ressemble plus à un refuge. Elle devient une limite que tu renforces toi-même à chaque fois que tu choisis la sécurité au lieu de l'expansion. Tu te dis que tu es prudent, que tu es stratégique, mais si tu observes honnêtement tes résultats, tu vois une stagnation, une répétition des mêmes cycles. Et cette répétition n'est pas le signe d'un manque d'intelligence, c'est le signe d'un système interne qui privilégie la cohérence de ton identité actuelle, plutôt que l'évolution vers une version plus exigeante de toi-même. Tant que tu restes attaché à cette identité, tu continues à faire des choix qui la confirment, même si ces choix te limitent. À ce stade, une question devient inévitable. Pourquoi ton esprit maintient-il ce schéma, même quand tu sais qu'il te freine ? La réponse n'est pas liée à un manque de volonté, elle est liée à une logique interne beaucoup plus profonde, la recherche de cohérence. Ton cerveau préfère une réalité familière, même imparfaite, à une amélioration incertaine. Il ne cherche pas en priorité ta réussite, il cherche la stabilité. Et cette stabilité repose sur des modèles que tu as répétés pendant des années.
Chaque fois que tu as évité une situation inconfortable, chaque fois que tu as reporté une action difficile, tu as envoyé un signal clair. Cela fonctionne pour survivre. Et ton esprit apprend vite. Il enregistre. Il automatise. Ce qui, au départ, était un choix devient progressivement un réflexe, puis une habitude, puis une partie de ton fonctionnement. Et à partir de là, tu n'as plus l'impression de choisir. Tu as l'impression que c'est comme ça que tu es. C'est là que le piège se referme, parce que ce qui est en réalité conditionné te paraît naturel, inévitable. Tu confonds ton comportement avec ton identité. Tu dis « je suis quelqu'un qui procrastine ». Je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça. Et en répétant ces phrases, tu renforces encore le système. Tu le solidifies. Pourtant, ce que tu appelles « toi » n'est souvent qu'un ensemble de réponses apprises. Des réponses qui ont été utiles à un moment donné, mais qui ne sont plus adaptées aujourd'hui. Le problème, c'est que ton esprit ne met pas à jour ces réponses automatiquement. Il continue à appliquer les mêmes stratégies, même dans des contextes différents. Et tant que tu ne prends pas conscience de ce mécanisme, tu restes coincé dans un passé qui dicte ton présent. Tu agis en fonction d'anciens schémas, tout en espérant des résultats nouveaux. Et cette contradiction est au cœur du sabotage. Tu veux avancer, mais tu utilises des outils mentaux conçus pour éviter le risque. Résultat, tu avances lentement, ou pas du tout en ayant l'impression de faire de ton mieux. Il y a un moment précis où ce mécanisme devient visible. Un moment que la plupart des gens ignorent ou fuient, c'est l'instant où tu sais exactement ce que tu dois faire, mais où tu ne le fais pas. Pas parce que tu ne peux pas parce que tu n'as pas les ressources, mais parce qu'une résistance interne apparaît. Subtile, mais ferme. Elle ne dit pas « n'y va pas », elle dit « attends encore un peu, prépare-toi mieux, tu commenceras demain ». Et ce langage est dangereux parce qu'il semble raisonnable. Il ne déclenche pas d'alarme. Il te donne même l'impression d'être réfléchi, organisé, stratégique. Pourtant, si tu observes avec honnêteté, tu remarques un schéma. Demain devient plus tard devient jamais, et l'action réelle disparaît complètement. Ce moment est crucial parce qu'il révèle la vérité que tu évites. Tu n'es pas bloqué par le manque de clarté, tu es bloqué par l'évitement de l'inconfort. L'action que tu repousses contient presque toujours une forme de tension. Peur de mal faire, peur d'être jugé, peur de ne pas être à la hauteur. Et ton esprit interprète cette tension comme un danger. Alors, il te propose une alternative, rester dans le connu. Ce choix semble anodin sur le moment, mais il a un effet cumulatif énorme. Chaque fois que tu choisis l'évitement, tu renforces l'idée que l'inconfort doit être évité. Tu entraînes ton cerveau à fuir, au lieu d'affronter. Et avec le temps, cette fuite devient automatique. Tu n'as même plus besoin de réfléchir. Tu évites avant même de t'en rendre compte. C'est là que le sabotage devient une seconde nature, non pas parce que tu le veux, mais parce que tu l'as répété suffisamment pour qu'il devienne normal. Et le problème, c'est que cette normalité est invisible. Tu ne la questionnes plus, tu vis avec, comme si elle faisait partie de toi, alors qu'en réalité, elle est simplement le résultat de décisions passées que tu continues à reproduire sans les examiner. Et tant que tu ne ralentis pas pour observer ce moment précis, ce point de bascule entre l'intention et l'action, tu restes prisonnier de ce cycle. Ce point de bascule entre l'intention et l'action est l'endroit le plus stratégique de toute ta vie. Ce n'est pas dans tes grandes décisions que tout se joue, mais dans ces micro-instants où personne ne regarde, là où tu peux facilement tricher avec toi-même, là où tu peux dire « ce n'est pas grave » sans conséquences immédiates. Pourtant, c'est précisément là que ton identité se construit. Chaque fois que tu choisis d'agir malgré la résistance, tu envoies un signal puissant. Tu n'es plus contrôlé par tes impulsions, tu deviens quelqu'un qui décide. Mais chaque fois que tu cèdes, même légèrement, tu renforces l'inverse. Tu confirmes que ton confort passe avant tes objectifs. Et ce processus est cumulatif. Il ne s'agit pas d'un seul choix, mais d'une répétition silencieuse qui façonne ton caractère. Le problème, c'est que tu attends souvent de ressentir une motivation claire pour agir.
tu penses que l'action doit être précédée d'un état émotionnel favorable. Mais dans la réalité, c'est l'inverse. L'action précède la motivation. Elle la crée. Si tu attends de te sentir prêt, tu restes bloqué dans une attente infinie, parce que ton esprit, fidèle à son rôle de protection, ne générera jamais spontanément un état qui t'expose à l'inconfort. C'est à toi de court-circuiter ce processus, d'agir avant que ton esprit n'ait le temps de négocier. Et cela demande une lucidité particulière, une capacité à reconnaître que certaines pensées ne sont pas des vérités, mais des mécanismes de défense. Quand tu entends « je ne suis pas prêt », tu dois être capable de te demander « est-ce une réalité objective ou une stratégie pour éviter le risque ?» Cette question change tout. Elle transforme une réaction automatique en choix conscient. Et plus tu poses cette question, plus tu reprends le contrôle. Tu cesses d'être spectateur de tes propres décisions. Tu redeviens acteur. Mais ce retour au contrôle ne se fait pas en une fois. Il se construit, décision après décision, dans ces moments invisibles où tu pourrais facilement abandonner, mais où tu choisis de continuer. À partir du moment où tu commences à voir ces mécanismes, une nouvelle difficulté apparaît. Elle est plus subtile, mais tout aussi puissante, la fatigue mentale liée à la lucidité. Voir clair demande un effort, parce que cela t'empêche de te raconter des histoires confortables. Avant, tu pouvais éviter une action sans vraiment y penser. Maintenant, tu sais exactement ce que tu es en train de faire. Tu vois le moment où tu hésites. Tu reconnais la justification qui arrive, et tu comprends qu'elle est construite. Cette prise de conscience est essentielle, mais elle n'est pas agréable. Elle crée une tension, une responsabilité. Tu ne peux plus dire « je ne savais pas ». Et c'est là que beaucoup de gens reculent, parce que rester conscient signifie accepter de ne plus fonctionner en pilote automatique. Cela signifie faire face à chaque décision avec honnêteté, et cette honnêteté demande de l'énergie. Ton esprit va alors tenter une nouvelle stratégie, te fatiguer. Il va amplifier les distractions, rendre les tâches plus lourdes qu'elles ne le sont, te donner l'impression que tout est trop compliqué, non pas parce que c'est vrai, mais parce que cela augmente la probabilité que tu abandonnes. Et si tu abandonnes, tu retournes dans un mode automatique, plus confortable, moins exigeant. C'est un mécanisme de protection très efficace, parce qu'il ne t'attaque pas directement. Il te pousse simplement à lâcher, à dire « pas aujourd'hui ». Et si tu n'es pas attentif, tu peux confondre cette fatigue avec un signal légitime de repos. Alors que dans beaucoup de cas, il s'agit d'une résistance déguisée. La clé ici, ce n'est pas de te battre contre la fatigue, mais de la comprendre. De voir qu'elle apparaît souvent au moment précis où tu es sur le point de faire quelque chose d'important. Quelque chose qui pourrait réellement changer ta trajectoire. Et cette coïncidence n'en est pas une. Plus l'action est significative, plus la résistance sera forte. Non pas pour te nuire, mais pour te maintenir dans le connu. C'est pourquoi la lucidité doit être accompagnée de discipline. Voir ne suffit pas. Il faut agir malgré ce que tu vois, malgré ce que tu ressens. Sinon, la conscience devient simplement une frustration supplémentaire. À ce niveau, la plupart des gens commettent une erreur subtile mais décisive. Ils essaient de supprimer la résistance au lieu d'apprendre à agir avec elle. Ils attendent le moment où tout sera aligné, énergie, motivation, clarté, pour passer à l'action. Mais ce moment n'arrive presque jamais. Et quand il arrive, il est court, instable, insuffisant pour construire quelque chose de durable. La vérité, c'est que la résistance ne disparaît pas quand tu progresses. Elle change de forme. Elle s'adapte à ton niveau. Plus tu avances, plus elle devient sophistiquée. Au début, elle te dit « tu ne peux pas ». Ensuite, elle te dit « tu pourrais mieux faire plus tard ». Puis elle te dit « ce n'est pas encore parfait ». Et ainsi, même en progressant, tu peux continuer à te saboter, mais de manière plus intelligente, plus difficile à détecter.
C'est pour cela que l'objectif n'est pas d'éliminer la résistance, c'est de normaliser sa présence, de comprendre que si elle est là, c'est précisément parce que tu es en train de faire quelque chose qui compte, et au lieu de la voir comme un obstacle, tu dois commencer à la voir comme un indicateur, un signal que tu es au bon endroit. Cette inversion de perception change complètement ta manière d'agir. La résistance ne te freine plus. Elle te guide, elle te montre où se trouve la croissance. Et à partir de là, une nouvelle compétence devient essentielle. Agir sans validation émotionnelle. Agir sans attendre de te sentir prêt. Agir même quand ton esprit te propose des alternatives plus confortables. Cela demande une forme de maturité mentale rare, parce que tu ne te fies plus à tes sensations immédiates pour décider. Tu te fies à une direction que tu as choisie consciemment. Et cette direction devient ton repère, même quand tout en toi te dit de ralentir. C'est ainsi que tu casses le cycle du sabotage, non pas en devenant parfait, mais en devenant constant, en réduisant l'écart entre ce que tu sais et ce que tu fais. Et cet alignement, même imparfait, crée une dynamique que rien ne peut facilement arrêter. Mais même avec cette compréhension, un piège persiste, un piège plus profond que la simple procrastination, l'auto-illusion. C'est cette capacité que tu as à te convaincre que tu avances, alors que tu restes au même point. Tu peux travailler pendant des heures, être occupé, remplir tes journées, et pourtant éviter ce qui compte vraiment. Pourquoi? Parce que toutes les actions n'ont pas le même poids. Certaines sont essentielles. D'autres sont secondaires. Et ton esprit, toujours orienté vers le confort, va naturellement te pousser vers celles qui demandent le moins de confrontation. Tu réponds à des messages, tu organises, tu ajustes, tu prépares. Et tout cela te donne une sensation de productivité. Mais si tu regardes de près, tu remarques que ces tâches n'impliquent aucun risque réel, aucun jugement, aucune exposition. Elles ne testent pas tes limites. Elles ne remettent pas en question ton identité. Elles sont sûres. Et c'est précisément pour cela que tu les privilégies. Le problème, c'est que tu construis une vie remplie d'actions sans impact, une vie où tu fais beaucoup, mais où tu progresses peu. Et cette illusion est dangereuse, parce qu'elle est difficile à remettre en question. Tu peux toujours dire que tu as été actif, que tu n'as pas perdu ton temps. Et techniquement, c'est vrai. Mais en profondeur, tu sais que tu as évité quelque chose. Cette tâche importante, cet appel difficile, cette décision inconfortable, ce moment où tu devais te confronter à une version plus exigeante de toi-même. Et chaque fois que tu évites ce moment, tu renforces une séparation entre ton potentiel et ta réalité. Une séparation qui, avec le temps, devient de plus en plus difficile à combler. Parce que tu accumules non seulement du retard, mais aussi une habitude d'évitement. Et cette habitude crée une inertie, une résistance de plus en plus forte à tout ce qui sort de ta zone de confort. C'est ainsi que le sabotage évolue. Il ne t'empêche pas d'agir, il t'occupe ailleurs. Il te maintient dans un mouvement constant, mais dans une direction qui ne te transforme pas. Et tant que tu ne distingues pas clairement ce qui est essentiel de ce qui est simplement confortable, tu restes piégé dans cette illusion d'avancement. À ce stade, une distinction devient essentielle, celle entre ce qui est urgent et ce qui est important. La plupart des gens vivent dans l'urgence, ils réagissent, ils répondent, ils éteignent des petits feux toute la journée, et cela donne une impression d'efficacité. Mais l'urgence est rarement ce qui transforme ta vie. Ce qui la transforme, ce sont les actions importantes, celles qui n'exigent pas une réponse immédiate, mais qui exigent du courage. Le problème, c'est que ces actions importantes sont souvent silencieuses. Personne ne te presse de les faire. Personne ne te rappelle qu'elles comptent, et comme elles impliquent de l'inconfort, tu les repousses naturellement. Tu te dis que tu les feras quand tu auras le temps. Mais ce moment n'arrive jamais, parce que l'urgence, elle, est constante. Elle remplit chaque espace disponible. Et si tu ne fais pas un effort conscient pour prioriser l'important, tu passes ta vie à gérer le secondaire. C'est là que le sabotage devient structurel.
Il ne dépend plus seulement de tes émotions du moment. Il est intégré dans ton organisation, dans ta manière de structurer tes journées. Tu construis un système où l'essentiel n'a jamais de place réelle. Et même si tu es discipliné dans ce système, tu restes inefficace sur ce qui compte vraiment. C'est pour cela que le changement ne commence pas par plus d'efforts, mais par une réorganisation de ton attention. Tu dois apprendre à reconnaître ces actions importantes, celles qui te mettent légèrement mal à l'aise, celles que tu évites sans raison claire, et les placer en priorité, non pas quand tu as le temps, mais avant tout le reste. Parce que si tu ne le fais pas, elles seront toujours repoussées, toujours remplacées, toujours sacrifiées au profit de l'immédiat. Et avec le temps, tu te retrouves avec une vie pleine d'activités, mais vide de progression réelle. Une vie où tu es occupé, mais pas transformé. Et cette différence est fondamentale, parce que l'activité te donne une illusion de contrôle, alors que seule l'action importante crée un véritable changement. Mais même lorsque tu identifies ce qui est important, une autre résistance apparaît, plus directe, plus difficile à ignorer, la peur des conséquences. Pas seulement l'échec, mais aussi la réussite. Parce que réussir implique un changement de niveau, de responsabilité, d'image, et ce changement peut être perçu comme une menace. Tant que tu restes dans ta situation actuelle, même imparfaite, tu connais les règles. Tu sais comment naviguer, tu sais à quoi t'attendre, mais dès que tu t'engages réellement dans une action importante, tu entres dans un territoire inconnu. Et cet inconnu crée une tension. Ton esprit commence alors à anticiper. Et si ça ne marche pas? Et si les autres jugent? Et si je ne suis pas capable de maintenir ce niveau? Ces questions ne sont pas absurdes, elles sont naturelles. Mais si tu les laisses guider tes décisions, elles deviennent paralysantes, parce qu'elles te poussent à rester là où tu es. Elles te donnent des raisons logiques de ne pas avancer. Et encore une fois, le sabotage ne se présente pas comme un ennemi. Il se présente comme une prudence, une protection. Tu te dis que tu évites un risque, mais en réalité tu évites une transformation, et cet évitement a un coût invisible. Il maintient ton potentiel en suspens, il te garde dans une version de toi-même qui ne correspond plus à ce que tu pourrais devenir. Avec le temps, cette dissonance crée une frustration, une sensation de stagnation difficile à expliquer. Tu fais ce qu'il faut en surface, mais en profondeur, tu sais que tu pourrais faire plus. Et ce « plus » devient lourd. Parce qu'il te suit, il revient dans tes pensées. Il apparaît dans ces moments de silence où tu ne peux plus te distraire. Et là, tu comprends quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas l'échec qui te bloque le plus, c'est la peur de devoir assumer une version plus exigeante de toi-même. Une version qui demande plus de discipline, plus de constance, plus de responsabilité. Et tant que tu n'acceptes pas cette version, tu continues à freiner inconsciemment tout ce qui pourrait t'y amener. C'est ici que la majorité abandonne définitivement sans même s'en rendre compte, pas en arrêtant totalement, mais en ajustant leurs ambitions à leur zone de confort. C'est un renoncement silencieux, progressif. Tu ne dis pas « j'abandonne », tu dis « ce n'est pas si important, je peux me contenter de ça ». Et sur le moment, cela apporte un soulagement, parce que tu réduis la tension. Tu élimines le conflit intérieur entre ce que tu pourrais faire et ce que tu fais réellement. Mais ce soulagement est temporaire, parce qu'au fond, rien n'a changé. Ton potentiel est toujours là, tes capacités aussi. Et elles continuent à te rappeler de manière subtile que tu vis en dessous de ce que tu pourrais atteindre. Cette tension revient alors sous d'autres formes, frustration, ennui, manque de motivation. Tu cherches à compenser ailleurs, distraction, plaisir rapide, occupation constante. Mais rien ne remplace le sentiment d'avancer réellement. Et c'est là que le sabotage devient complet. Il ne se limite plus à des actions isolées. Il redéfinit ton standard. Il te fait croire que moins est suffisant, que viser plus est inutile, voire dangereux. Et à force de répéter cette idée, tu finis par y croire, tu réduis tes attentes, tu simplifies tes objectifs, tu te construis une vie plus facile, mais aussi plus limitée,
Et le problème, ce n'est pas cette limitation en elle-même, c'est qu'elle est inconsciente. Tu ne choisis pas vraiment de vivre ainsi, tu t'y adaptes, tu t'y habitues. Et avec le temps, tu oublies même que tu avais une vision plus grande. C'est pourquoi il est crucial de rester vigilant face à ce type de renoncement, parce qu'il est discret. Il ne fait pas de bruit, il ne provoque pas de crise immédiate, mais il modifie profondément ta trajectoire. Il transforme une ambition en compromis, une possibilité en routine, et une vie potentiellement riche en expériences, en une succession de journées prévisibles. Tout cela sans que tu t'en rendes pleinement compte. Arrivé ici, une vérité s'impose. Tu ne peux plus compter sur ton état émotionnel pour guider tes actions. Si tu continues à attendre de te sentir motivé, inspiré, prêt, tu resteras dépendant de quelque chose d'instable, quelque chose qui change constamment. Et cette dépendance est une faiblesse structurelle, parce qu'elle te rend incohérent. Un jour tu avances, le lendemain tu recules. Et sur le long terme, cette irrégularité détruit toute progression sérieuse. C'est pour cela que les personnes qui sortent réellement de ce cycle développent une autre approche. Elles ne négocient plus avec leurs émotions. Elles définissent une direction claire, puis elles agissent en fonction de cette direction, indépendamment de ce qu'elles ressentent. Cela ne veut pas dire qu'elles ignorent leurs émotions, mais elles ne les laissent plus décider. Elles comprennent que certaines sensations, doute, fatigue, résistance, font partie du processus, et qu'attendre leur disparition revient à ne jamais avancer. Cette bascule est difficile, parce qu'elle demande une forme de détachement. Tu dois accepter de ne pas toujours te sentir aligné avec ce que tu fais. Tu dois accepter d'agir, même quand cela te paraît inconfortable, voire illogique sur le moment. Mais c'est précisément ce détachement qui te libère. Parce qu'il t'enlève une contrainte majeure, celle de devoir te sentir bien pour agir correctement. À partir de là, ton système change. Tu n'es plus guidé par des impulsions, mais par des décisions. Et ces décisions, répétées, créent une stabilité que les émotions ne peuvent pas offrir. Tu deviens prévisible pour toi-même, fiable. Et cette fiabilité est la base de toute transformation durable, parce qu'elle réduit l'écart entre ce que tu dis et ce que tu fais. Et cet écart, plus il est petit, plus ton identité évolue rapidement. Tu ne te vois plus comme quelqu'un qui essaie, tu te vois comme quelqu'un qui fait. Et cette différence, même subtile, change tout dans la manière dont tu abordes chaque situation. À partir du moment où tu deviens fiable pour toi-même, un changement profond s'opère. Il ne se voit pas immédiatement de l'extérieur, mais il transforme entièrement ta relation à l'action. Tu n'as plus besoin de te convaincre en permanence. Tu n'as plus besoin de négocier avec toi-même à chaque étape, parce qu'une règle simple s'installe. Ce que tu as décidé, tu le fais. Et cette simplicité est puissante. Elle élimine une grande partie du bruit mental. Toutes ces discussions internes, ces justifications, ces hésitations, commencent à disparaître. Non pas parce que ton esprit devient silencieux, mais parce que tu arrêtes de lui donner le pouvoir de décider. Tu écoutes, mais tu n'obéis plus automatiquement. Et cela crée une forme de liberté que peu de gens expérimentent réellement. La liberté de ne pas être dépendant de ton état interne. La liberté d'agir même quand tu n'en as pas envie. Et paradoxalement, c'est cette discipline qui réduit la souffrance. Parce que l'hésitation est souvent plus pénible que l'action elle-même. Attendre, réfléchir, repousser, crée une tension constante, une fatigue mentale qui s'accumule, alors que l'action, même imparfaite, libère cette tension. Elle crée un mouvement, et ce mouvement change ton énergie. Tu passes d'un état passif à un état actif. Tu reprends le contrôle. Et plus tu répètes ce processus, plus il devient naturel. Ce qui était difficile au début devient normal. Ce qui demandait un effort devient un automatisme. Et c'est là que le sabotage commence réellement à perdre du terrain, parce que tu ne lui laisses plus d'espace pour s'installer. Tu réduis les moments de négociation. Tu coupes court aux justifications. Tu passes plus rapidement de la pensée à l'action. Et cette vitesse d'exécution est un avantage énorme.
Elle te permet de contourner les mécanismes qui, auparavant, te ralentissaient. Tu n'élimines pas la résistance. Tu deviens simplement plus rapide qu'elle. Et avec le temps, cette avance devient un écart entre celui que tu étais, hésitant, dispersé, influençable, et celui que tu deviens, direct, stable, déterminé. Au final, le sabotage n'était jamais un ennemi extérieur à combattre, mais un mécanisme intérieur à comprendre. Il ne disparaît pas complètement. Il reste présent, sous différentes formes, à chaque nouveau niveau que tu atteins. Mais la différence maintenant, c'est que tu le vois. Et cette vision change tout, parce que tu n'es plus surpris. Tu reconnais les signes. Tu identifies les moments où ton esprit cherche à te ralentir, à te protéger, à te ramener vers le connu. Et au lieu de suivre automatiquement ces impulsions, tu fais un choix conscient, parfois inconfortable, parfois exigeant, mais aligné avec la direction que tu as décidée. Et ce choix, répété, devient une force silencieuse mais stable. Ce n'est pas une explosion de motivation, ce n'est pas un changement spectaculaire du jour au lendemain, c'est une construction progressive, une accumulation de décisions cohérentes. Et cette cohérence finit par produire quelque chose de rare, une confiance réelle en toi-même. Pas une confiance basée sur des résultats externes, mais sur la certitude que tu peux compter sur tes actions, que tu feras ce que tu as prévu, même quand c'est difficile. Et cette confiance est fondamentale, parce qu'elle élimine un grand nombre de doutes. Elle te permet d'avancer sans te remettre constamment en question. Tu ne cherches plus à savoir si tu es capable. Tu agis comme quelqu'un qui l'est, et cette posture transforme ta réalité. Non pas instantanément, mais inévitablement, parce qu'à long terme, les actions cohérentes gagnent toujours face aux intentions inconsistantes. Tu ne te sabotes plus sans le voir, tu choisis. Et ce simple changement, passer de l'inconscience au choix, est ce qui sépare une vie subie d'une vie dirigée.